C'est un projet qui est contesté par la population, les scientifiques et même certaines ONG. Il s'agit de la plantation d'eucalyptus dans le Haut-Ogooué sur près de 84 000 hectares. Un projet de l'entreprise Sikwa présenté comme une initiative visant à lutter contre la déforestation dans cette localité. Quid du projet Eucalyptus dans le Haut-Ogooué? Madame, Monsieur, bienvenue sur ce plateau spécial. Avec moi à mes côtés, René-Paul Poligui. Il est docteur en agronomie, enseignant-chercheur à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, spécialiste dans la protection des plantes. Il est aussi secrétaire général du CREPS, le collectif de ressortissants écologistes des plateaux Batéké. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Poligui. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi vous êtes opposé à ce projet d'eucalyptus dans le Haut-Ogooué qui touche notamment les régions de Lékoni, Bongoville, Mopia et Motobo? Merci beaucoup, madame. Il faut dire que nous avons, avant de répondre à votre question, des motifs de satisfaction de remercier votre hiérarchie qui nous donne cette opportunité afin de pouvoir édifier la communauté nationale et internationale. Alors, pour revenir sur ce sujet, pourquoi nous nous opposons contre ce projet? Il y a trois aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est que c'est un projet non pertinent, c'est-à-dire le Gabon a besoin de produire en ce moment pour nourrir sa population. On a besoin, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'investir dans des projets qui nourrissent l'homme. Or là, il s'agit de produire un arbre exotique dans un environnement qui n'est pas fait pour ce type de projet. Donc ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, c'est que ce projet évolue à marge de la réglementation gabonaise. Et donc, les méthodes ressemblent aux démarches des mafias. Alors, le troisième point, c'est que le projet est un projet dangereux, un projet écocide, un projet tueur. Voici les trois points fondamentaux sur lesquels nous reposons pour dire non à ce projet. Alors, lorsque vous parlez de réglementation et d'écocide, il faut rappeler que l'écocide, ce sont des crimes contre l'environnement. De quoi parlez-vous exactement? Alors, lorsque nous parlons de réglementation, nous voulons prendre ce projet, regarder la démarche de ce projet et la comparer aux dispositions réglementaires au niveau de la République gabonaise. Alors, que disent ces dispositions? C'est dans la loi 007 du 1er août 2014. Cette loi stipule dans un de ces alinéas, donc dispose qu'il y a un manuel guide pour ce genre de projet au niveau de l'environnement. Et ce guide-là a en son sein 9 étapes qu'il faut suivre afin de pouvoir mettre en route un projet. Alors, ces étapes sont lesquelles? La première, il faut déposer un avis de projet au niveau de la direction de l'environnement. La deuxième étape, il y a une évaluation de cet avis de projet par un comité interministériel. Et la troisième étape, lorsque votre projet a été recommandé pour une étude d'impact environnemental, vous faites ce qu'on appelle les termes de référence. Vous les élaborez pour que la hiérarchie regarde et voit si ces termes conviennent, de telle sorte qu'au moment d'analyser le projet, on revient, on regarde à ces termes. Le quatrième point, c'est que lorsque vous avez élaboré des termes de référence qui sont validés, alors vous allez sur le terrain pour réaliser l'étude d'impact environnemental qui est suivie par les consultations publiques. Les consultations publiques des populations. Alors, ces consultations publiques portent sur deux aspects. Il y a l'information des résultats de votre étude et le recueillement de leur avis. Ça, c'était le quatrième point. Lorsque vous avez fait cette étude, vous la déposez au niveau de la direction de l'environnement. Ça, c'est le cinquième point. Et à partir de ce niveau, il y a
dans les 3 jours qui suivent votre dépôt, il y a publication sur un journal officiel afin que les citoyens qui veulent remettre en cause ou qui ont des choses à dire sur cette étude puissent intervenir et apporter leur contribution au niveau de la Direction générale de l'environnement afin que ces contributions soient prises en compte lors de l'évaluation de cette étude. Ceci étant, le comité, donc, au niveau de la Direction de l'environnement, va encore étudier votre étude d'impact. Et si cette étude d'impact est favorable, alors on vous permet de faire la mise en œuvre de votre projet. Ça, c'est l'autorisation. Quels sont les derniers points? Mais le dernier point, c'est la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire, on a validé, alors vous mettez en œuvre votre projet. Or, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé par avoir les terres au niveau de la Commission nationale d'attribution des terres. Donc, qui est un comment processus peut-on... légal? Oui, c'est un processus légal, mais est-ce que c'est légitime? Peut-on avoir d'abord des superficies alors qu'on n'a pas encore un projet validé? Imaginez quelqu'un qui déclare avoir déjà eu une relation naturelle ou normale avec une dame, mais il n'a pas encore été la mariée à l'état civil. Cette relation peut être normale, mais elle n'est pas légale. Donc, alors, nous allons revenir peut-être par rapport aux conditions que vous avez énumérées. On va parler des consultations populaires. Est-ce qu'au niveau de votre localité, il y a eu des consultations populaires? Les consultations qu'il y a eu, il convient de les nommer les rencontres publiques. Alors, ce que la société a fait le 31 juillet 2023, c'est de regrouper les populations au niveau de Franceville. Alors que les textes réglementaires disent que plutôt les consultations populaires doivent avoir lieu dans la localité de l'étude, dans la localité du projet, où les populations vivent et sont supposées être impactées par ce projet. Donc, le fait de déplacer cette consultation à l'extérieur de la localité du projet, c'est une entorse à la loi. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres en dehors de celle-ci? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, il y a eu d'autres, mais je voulais ajouter ceci en disant que dans le déroulement de ces rencontres, il s'agissait plutôt de séances de sensibilisation, de séduction et non de présentation des résultats. On se serait attendu à voir un nombre d'espèces qui ont été identifiées et qui, mises en opposition de l'activité qui va être réalisée, seraient mises à mal. Et là, on pouvait comprendre que oui, voilà la relation entre l'étude d'impact et les espèces qui sont dans l'environnement. Alors, d'autres rencontres ont eu lieu, notamment le 22, du 23 au 24 mars, au niveau de Léconie et Bongoville. Sauf qu'au niveau de Léconie, SECOA, au lieu d'organiser cette consultation dans un lieu public sous l'autorité du préfet, il a préféré déplacer sa rencontre dans ses propres locaux au niveau de Kanjo, à 7 km. Et le but, c'était d'éviter la grande population qui est à Léconie, qui est contre le projet. Alors, ce sont autant d'irrégularités que vous avez constatées. Alors, on va revenir sur l'étude d'impact environnemental et social. Est-ce que cette étude a été réalisée avant l'élaboration de ce projet? Et est-ce que vous avez pris connaissance des résultats? Jusqu'à ce jour, l'étude d'impact n'est pas encore visible. Mais eux-mêmes disent qu'elle est réalisée. Sauf que, selon la réglementation, quand on réalise cette étude, vous devez la déposer au même moment que les procès-verbaux des consultations publiques. Ils disent avoir déposé, sauf qu'à l'environnement, certains agents disent que cette étude n'est jamais arrivée. Bon, alors finalement, que quoi? Mais nous savons que l'étude d'impact n'est pas encore aboutie. Il n'y a pas d'étude d'impact à ce jour qui puisse permettre de pouvoir tirer référence et penser si on peut autoriser ou pas ce projet. Alors, comment l'étude d'impact n'est pas encore validée? La société a déjà plusieurs réalisations sur le terrain.
Vous avez C'est une constaté, infraction. bien, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Bien sûr, il y a plusieurs activités que la société a réalisées. En 2022, alors que la société n'a même pas encore un moindre document de l'État, cette société a commencé par racler derrière le village Kanjo et a mis en place ses pépinières. En raclant l'espace de construction des pépinières, ils ont en même temps raclé les tombes des populations. Vous voyez à quel niveau cette société se comporte comme une mafia. Donc c'est une société que nous qualifions de mafieuse parce qu'elle n'a même pas demandé l'autorisation des populations locales avant de pouvoir réaliser cette activité. Donc, Monsieur Poligui, j'ai envie de vous poser une question. Vous relevez des faits qui sont, on va dire, qui ne concordent pas avec la réglementation gabonaise. Est-ce que vous, à votre niveau, vous qui représentez un collectif, vous avez saisi les autorités? Et quels ont été les retours? il faut dire, madame, que dans ce projet, les autorités que nous rencontrons, pour certains, sont dubitatives. Elles ne savent pas à quel jeu ou à quelle posture se prêter parce que c'est un projet qui émane de GZ. GZ dit Olam. Olam avait des actionnaires qui étaient très haut placés au niveau de l'État. Et donc, ils sont dans une posture de peur de pouvoir entamer des démarches qui peuvent heurter la sensibilité des hautes autorités du pouvoir déchu qui pouvaient les prendre en cible. Justement, Donc, vous voulez vous faire entendre. Alors, maintenant la voie que légale demande à ce que vous faites des recours. Maintenant que nous sommes à l'ère du CTRI, nous avons initié des démarches pour dénoncer ces faits et nous sollicitons que qui de droit puisse se saisir, l'autorité publique, de ces faits. L'Assemblée nationale, donc nos deux parlements, peuvent commettre des missions pour vérifier ces faits. C'est vérifiable. Nous ne disons pas des choses qui sont invérifiables. Il y a des témoins, il y a des réalisations sur le terrain. Et nous disons, l'ensemble de démarches de SECOA est un ensemble qui évolue à marche de la réglementation. Et il se dit beaucoup de choses sur leurs procédures, notamment l'approche de séduire les gens par de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans ces milieux afin de convaincre les populations. Alors justement, suite à vos actions de contestation, l'entreprise SECOA, filiale de Gabon Spécial Economic Zone, avait envoyé un mail au collectif des ressortissants des plateaux pour l'informer de l'arrêt de ce projet. Vous avez été au fait de cette décision. Pourquoi ce revirement? Voilà, c'est autant de choses qui nous étonnent. Une société qui, voyant que la population est en train de se lever contre ces activités illégales, a pris peur et a écrit au gouvernement en disant « j'arrête mes activités ». Mais curieusement, au niveau de la direction de l'environnement, l'autorisation lui est donnée de reprendre l'étude d'impact, plutôt de reprendre les consultations publiques. Bon, ce n'est pas une autorisation de reprise d'activité. Si la société a mis fin à ses activités, c'est qu'elle a des raisons et c'est qu'elle n'a pas encore eu des autorisations. Peut-être c'était suite aux contestations des populations. Parce que les populations montrent que la société n'a pas un seul document. Ils ont fait un recours au niveau de la primature où ils disaient que le bail qu'ils attendaient n'avait pas encore été signé. Donc, ce qui montre que c'est une société qui évolue sans avoir ni moins d'autorisation. Alors, aujourd'hui, ils ont profité certainement des complicités dans certaines administrations pour leur faire la médiatisation et faire croire que le projet est en bonne et due forme. Ce que nous dénonçons également. Alors, en dehors des irrégularités administratives, nous allons parler du pan environnemental. Qu'est-ce que vous reprochez, vous qui êtes un scientifique, à ce projet d'arbre d'eucalyptus? Je rappelle que l'eucalyptus est un arbre exotique à croissance rapide, mais qui est utilisé pour la papeterie. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce projet qui va créer de l'emploi dans la localité? D'accord. Alors, il faut dire d'abord que lorsqu'on parle de la création d'emplois, on n'a pas besoin d'amener des arbres exotiques pour créer de l'emploi. Nous avons des ressources naturelles, des ressources locales, des spéculations alimentaires locales qui se développent très bien dans cet environnement. On peut créer de l'emploi qui rapporterait 2 à 3 fois plus que les salaires que donnerait SECOA. Donc, l'argumentaire de l'emploi à notre niveau ne prospère pas. Alors, en ce qui concerne le reproche que nous faisons, ce projet est écocide parce que les eucalyptus étant
des plantes qui consomment énormément d'eau. Nous avons calculé, c'est quoi prévoir de planter 22 millions d'arbres. Alors, les 22 millions d'arbres vont consommer par jour au minimum 2 milliards de litres d'eau. Vous voyez? Et par année, ça va être 803 000 milliards de litres d'eau. Donc ça va être une grande consommation d'eau qui va assécher les nappes phréatiques. En plus de ce côté d'assèchement des nappes phréatiques, il peut avoir l'impact sur le climat, parce que quand l'eau du sol ne s'évapore plus pour alimenter les nuages, vous finissez par avoir une perturbation climatique. Il y a aussi le fait que ce projet-là, l'eucalyptus en tant que tel est une plante qui détruit les sols, parce qu'elle ne tolère pas la présence d'autres organismes, et donc en enfonçant les racines, en puisant toutes les matières minérales du sol, il déstructure le sol qui peut se dégrader et devenir impropre après l'exploitation de l'eucalyptus. Nous avons aussi les dangers qui sont souvent décriés dans le monde entier, notamment l'usage des pesticides. Les promoteurs de ces projets utilisent régulièrement les herbicides pour détruire les mauvaises herbes entre les pieds afin de permettre aux jeunes plantes de grandir sans concurrence. Et une fois les plantes ont atteint une certaine taille, elles-mêmes prennent le relais. Mais imaginez, madame, 84 000 hectares. Nous avons fait aussi des calculs, c'est des milliards, au moins par année, 1800 milliards de tonnes de pesticides qui vont être utilisés dans les sols. Et ça va aller dans la nappe phréatique et polluer les nappes phréatiques. Toutes les rivières qui tirent leur source des plateaux vont être polluées. Vous voyez, une ville comme Akéni peut penser être à l'abri, mais lorsque le Léconie sera pollué, Akéni qui s'alimente de l'eau de Léconie sera également touché. Bongoville, dont les sources d'eau tirent leur origine des plateaux, va aussi être pollué. Franceville aussi, parce que tous les bassins versants qui sont dans les plateaux se déversent jusqu'à Franceville. Alors, ils veulent aussi planter les eucalyptus à Mopia. Mopia a aujourd'hui des retenues d'eau qui constituent la 3e pêcherie du Gabon. Donc, imaginez ces quantités de pesticides utilisés dans ces bassins. Ça va polluer ces réserves d'eau, ça va polluer le poisson qui est là, ça va polluer même l'Ogoué. Or, Franceville s'alimente aussi en eau de l'Ogoué. Donc, vous voyez, c'est autant d'incidents, de risques que l'on ne pourra pas corriger si jamais ça arrivait. D'accord. Alors, Maintenant, on peut continuer à... Si l'entreprise proposait de faire dans du bio, par exemple. Non, impossible, madame. Impossible de faire dans du bio quand on fait dans l'eucalyptus. Pourquoi? Parce que l'eucalyptus demande, premièrement, comme je vous le dis, avec 84 000 hectares, vous ne saurez jamais venir à bout des mauvaises herbes avec du bio. C'est énorme. Ils seront obligés d'utiliser des moyens industriels et notamment les pesticides pour détruire. Le troisième fait, c'est que lorsque l'eucalyptus a déjà déposé au niveau de ses pieds toutes ces feuilles qui s'accumulent, qui ne peuvent même pas être dégradées par l'environnement, ces feuilles peuvent constituer des réserves inflammables. Et du coup, ces feux peuvent créer des méga-incendies comme en Australie, comme au Portugal, comme en Espagne, où il y a eu des morts d'hommes parce que les eucalyptus s'enflamment et les flammes vont jusqu'aux habitations, au niveau des habitations. Monsieur Poligui, à vous entendre, oui, l'eucalyptus est une plante toxique pour la région des plateaux. C'est non seulement pour la région des plateaux, parce que, imaginez-vous, lorsque les plateaux seront mis à mal par les eucalyptus, c'est le Gabon qui en souffrira. Lorsque les eaux venant des plateaux seront polluées, ça va circuler le long du bassin de l'Ogoué. Et nous avons recensé environ 115 villages vivant le long de l'Ogoué. Donc, imaginez tous ces villages utilisant du poisson de l'Ogoué qui est contaminé aux pesticides. C'est le Gabon qui pose problème, qui aura des problèmes. Alors, vous prenez aussi le cas de l'eau Anja. C'est la nappe phréatique, la même nappe phréatique qui s'étend jusqu'au lieu où Sequoia veut planter les arbres. Si ces endroits sont pollués aux pesticides, la nappe phréatique polluée, alors Anja sera obligé de fermer. Mais avant
Kandja ne ferme, peut-être que tous les Gabonais qui boivent de l'eau Anja auraient été contaminés. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un problème pour les plateaux, mais c'est pour le Gabon. C'est un projet qui ne devrait pas être autorisé pour le bien-être du Gabon. D'accord. Avant que les politiques ne prennent la décision suite à ce projet contesté, j'ai envie de vous demander, alors, dans la région, en dehors des rivières, en dehors des nappes qui vont être contaminées, il y a une espèce endémique au plateau, c'est l'oncha, une antilope. Est-ce que cette espèce ne verrait pas son cadre de vie modifié ou menacé avec autant de plantations, d'hectares de plantations? Merci madame. Vous me donnez l'occasion de revenir sur la délicatesse de cet environnement. Effectivement, l'oncha, donc c'est une antilope de son nom scientifique Cephalophus grimia. C'est une antilope que l'on ne trouve au niveau du Gabon que dans les plateaux. Et c'est une antilope emblématique pour notre pays. C'est elle qui a donné le nom à notre train l'oncha. Et donc, imaginez les zones, les niches au niveau desquelles cette antilope vit. Ces niches-là vont être détruites lorsque Sequoia pourrait mettre ses arbres, si jamais on l'autorisait. Il va détruire toutes les plantes. Toute la végétation de la zone exploitée va disparaître. L'oncha va fatalement disparaître. Mais il n'y a pas que ça. Madame, il y a dans les plateaux des zones entières qui sont des espaces vitaux pour les populations. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces espaces du ressourcement par rapport aux lieux où habitaient les ancêtres. Il y a des zones où des chenilles se développent chaque année, des quantités qui sont une ressource alimentaire importante pour ces populations. N'oubliez pas que l'alimentation fait partie des paramètres, sinon des critères identitaires, mais aussi culturels. Donc, détruire ces plantes, c'est soustraire à ces populations leur alimentation de base et artificialiser cette population, donc qui va courir le risque de disparaître, sinon d'émigrer. Alors justement, la région des plateaux, c'est une terre sablonneuse. Est-ce que la culture de l'eucalyptus sera propice à cet environnement, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut assembler cette espèce avec une autre essence, peut-être locale? Oui, effectivement. Il faut dire que nous avons vu des pieds qui ont été plantés quelque part au niveau de Souba. Avant un an, le pied a déjà plus de 3 mètres. Vous vous rendez compte? Donc, les nouvelles variétés qu'ils veulent mettre en place, apparemment, peuvent s'adapter. Mais l'adaptation se fera au détriment donc du bien-être environnemental. Alors, peut-on associer une autre plante locale à l'eucalyptus? Non, parce que l'eucalyptus développe des substances chimiques qui empêchent le développement de toute autre vie. Et donc, si l'on veut mettre en place, eux, ils parlent d'utiliser des cultures alimentaires, mais ça va être forcément dans un espace en dehors des eucalyptus. Or, ça, ils parlent d'agroforesterie, mais c'est un terme abusif. L'agroforesterie consiste à exploiter, planter les arbres au sein des cultures. Or là, on ne peut pas associer des cultures que l'eucalyptus ne tolérera pas. Donc, il n'y aura pas une association entre l'eucalyptus et d'autres arbres. C'est impossible, madame. Alors, Monsieur Poligui, on va peut-être aller au terme de cet entretien. Votre plaidoyer aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez des autorités par rapport à ce projet que vous dénoncez comme un projet néfaste pour votre région? Merci beaucoup. Ce que nous attendons des autorités, c'est d'aller au projet pertinent, au projet agricole qui amène le Gabon à l'autosuffisance alimentaire. Et l'eucalyptus n'en fait pas partie. Nous avons le manioc. On a la caisse table, on peut faire une caisse manioc, une caisse igname, une caisse, patate douce, ou une caisse culture vivrière, ou caisse riz. Nous avons une compatriote qui aujourd'hui développe le riz, il suffit de lui donner les moyens et on déploie cette politique à l'intérieur du pays. Voilà des projets qui peuvent sécuriser les Gabonais du point de vue alimentaire. Nous voulons que les autorités se saisissent de la loi et la fassent appliquer parce que l'opérateur agit en bandit. L'opérateur ne respecte pas la réglementation gabonaise, il évolue comme une mafia,
il est temps que les autorités prennent une décision conformément à la loi pour mettre fin aux activités de cette entreprise. Merci à vous, monsieur René-Paul Poligui, pour ce plaidoyer. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Je recevais pour vous René-Paul Poligui, docteur en agronomie, enseignant-chercheur à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, mais aussi spécialiste dans la protection des plantes, secrétaire général du CREPS, le collectif des ressortissants écologiques des plateaux Batéké. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur les antennes de Gabon 24. Merci beaucoup, madame.